RCF. Des souris et des hommes. Jean Pouly. Jean Pouly, bonjour. Bonjour Lucie. Dans notre chronique aujourd'hui des souris et des hommes, cette question en toile de fond, qui gouverne le réseau des réseaux? On parle de la gouvernance d'Internet. Oui, vaste question d'un gouvernement de l'Internet qui s'est posée le 23 et 24 avril dernier à Rio, au Brésil, au forum du Net mondial, autrement dit le sommet mondial sur la gouvernance de l'Internet. Alors cette rencontre internationale est passée totalement inaperçue aux yeux du grand public car la façon dont le réseau Internet est géré, ne nous intéresse pas vraiment au quotidien. Pourtant, les questions soulevées récemment sur la surveillance généralisée du réseau, l'utilisation illégale ou malveillante de nos données ou encore la menace sur la neutralité d'Internet dont j'avais parlé ici, devrait nous interpeller tant la nature même de ce bien commun mondial qu'est Internet est susceptible d'évoluer très fortement dans un avenir proche. Alors, certains oracles prédisent même la disparition pure et simple d'Internet, en tout cas dans son organisation actuelle et surtout sur les valeurs de liberté, de partage et de gratuité qui l'ont fondée. Alors avant de parler de sa disparition hypothétique, comment, Jean Pouly, peut-on définir la gouvernance d'Internet ? Alors comme tout objet collectif à dimension sociale, économique, culturelle, Internet se doit d'avoir des règles communes. Et comme Internet est un réseau de réseaux à dimension mondiale, il ne peut y avoir un gouvernement de l'Internet en tant que tel. Alors ces différentes parties prenantes ont donc inventé au fur et à mesure, et non sans mal d'ailleurs, une gouvernance collégiale qui implique en fait trois grandes catégories d'acteurs, les États, le secteur privé et la société civile qui regroupe à la fois des associations, le monde universitaire, les médias, les syndicats, les collectivités locales. Bref, tout ce qui ne rentre pas dans les deux premières catégories. Alors vous l'aurez compris, cette troisième catégorie qui apporte selon moi beaucoup d'innovation et de richesse au réseau est aussi celle qui a le moins de pouvoir face aux États et aux multinationales du secteur, qu'ils soient opérateurs de télécom par exemple, fournisseurs ou producteurs de contenu. Alors cette gouvernance commune d'Internet a pour objectif l'élaboration et l'application conjointe de différents principes, de normes, de règles, de procédures, de prise de décision qui façonnent l'évolution et l'usage d'Internet. Alors, il est important de mentionner ici que ce principe de gouvernance collégiale porte les valeurs initiales en fait d'Internet, basées sur une utopie fondatrice qui proposait à la fois une très grande liberté d'expression, d'entreprendre, une neutralité et une cogestion du réseau. Bref, un projet politique assez révolutionnaire. Ces valeurs sont fondamentales car elles garantissent, selon de nombreux spécialistes d'Internet et son histoire d'Internet, la stabilité et donc la prospérité de cet écosystème mondial. Ce qui me fait penser, avec la limite de la comparaison bien sûr, au système politique vénitien, et oui, qui à son époque a garanti une très grande et très longue prospérité à un tout petit État, grâce à son ouverture mondiale, à sa neutralité politique, à sa gouvernance très collégiale et à un système politique organisé de telle sorte qu'aucune des parties prenantes, même le Doge, ne puisse s'accaparer seul le pouvoir. Mais quelles sont les répercussions concrètes de cette gouvernance commune dans notre usage quotidien d'Internet ? Il faut savoir que différentes organisations totalement inconnues d'ailleurs du grand public, comme par exemple l'ICANN ou l'IANA, gèrent les questions stratégiques comme par exemple l'adressage d'Internet, c'est-à-dire l'attribution et la gestion des adresses, des noms de domaine du réseau. Les questions traitées par les acteurs de cette gouvernance mondiale ont aussi des impacts très concrets sur la propriété intellectuelle par exemple, sur la gestion et l'utilisation des données, sur la neutralité d'Internet, sa régulation, son évolution technologique, sa surveillance ou encore le contrôle de ses contenus. Et justement, quand on parle de pouvoir, on parle d'enjeux. Quels sont les enjeux derrière cette gouvernance du réseau ? Ils sont éminemment politiques, on l'a bien compris, car Internet est un instrument de pouvoir. Les questions qui se posent donc actuellement, de façon aiguë, sont les suivantes. Est-ce qu'Internet est ou doit rester une zone de non-droit ? À qui appartient-il ? Qui le contrôle ou tente de le contrôler ? Quelles valeurs et quelles idéologies doivent ou ne doivent pas y circuler ? Si l'on raisonne au niveau mondial, on voit bien que les différences culturelles et politiques sont souvent inconciliables. La définition de la liberté d'expression aux États-Unis, en France ou en Corée du Nord ne sont pas les mêmes. Il y a donc derrière cette gouvernance un combat pour l'obtention de prérogatives régaliennes comme le contrôle des frontières, la sécurité intérieure, la liberté d'expression, la protection des données personnelles, mais aussi l'émission et le contrôle de la monnaie. Par exemple, si demain Bitcoin, cette monnaie dont j'avais parlé, cette monnaie électronique mondiale qui est émise par un illustre inconnu, devient une monnaie mondiale utilisée par des millions ou des milliards d'internautes, qu'en sera-t-il des politiques monétaires
et fiscales des États ou des systèmes politiques supranationaux comme l'Europe. Et on le sait, ces grandes prérogatives que sont la monnaie, la fiscalité ou encore le monopole de la force et de la violence, ont fondé et fondent encore les pouvoirs politiques. Alors on le voit, donc en filigrane, cette révolution numérique mondiale, permise par l'essor incroyable et fulgurant d'Internet, bouleverse non seulement l'économie, l'éducation, la culture, on en parle souvent aussi, mais aussi les grands pouvoirs traditionnels des États, des multinationales et les modèles sur lesquels ces pouvoirs se sont établis. Et par qui ou par quoi cette gouvernance peut-elle être menacée aujourd'hui ? Alors les États et les grands groupes privés, les parties prenantes dominantes d'Internet, voient leur monopole de pouvoir grandement menacé et sont tentés par en fait une privatisation d'Internet en différents réseaux pour mieux en contrôler l'utilisation et l'évolution. Ce qui est particulier, c'est que les intérêts de ces deux grandes catégories d'acteurs se rejoignent et en même temps s'opposent. À la fois, ils ont tous les deux intérêt à partitionner et à mieux contrôler Internet, mais ils sont aussi en concurrence pour la maîtrise du réseau. Donc il est donc probable, à court terme, que ces deux catégories s'entendent plutôt pour préserver leurs intérêts. Il faut bien aussi avoir à l'esprit qu'il existe une prédominance sans partage des États-Unis sur le web et le numérique en général. Initiateurs et instigateurs du réseau dans les années 60, ils hébergent sur leur sol les principales institutions de gouvernance de l'Internet, comme l'ICANN, dont j'ai parlé, qui est régie par le droit californien. Ils ont donné naissance aux plus grandes multinationales du réseau, comme Google, Facebook ou Amazon, auprès de qui d'ailleurs ils demandent sans trop de difficultés, et ils obtiennent les données dont ils ont besoin, comme l'a révélé l'affaire Snowden, et puis ils sont également maîtres du code informatique, et comme l'a formulé un des grands défenseurs de la liberté d'Internet, Lawrence Lessig, code is law, ça veut dire que celui qui détient le monopole du code fait la loi. Et il est donc logique que le Brésil, qui vient d'organiser ce sommet, qui est un pays émergent et concurrent direct des États-Unis, ait organisé ce sommet mondial pour faire passer le message qu'il faudra désormais compter sur lui et bien sûr sur d'autres acteurs émergents. Vous l'abordiez au début de cette chronique, est-ce qu'Internet risque de disparaître ? Et si oui, quelles en sont les conséquences ? Alors Boris Baud, qui est un chercheur à l'école polytechnique de Lausanne, fait justement cette analyse et le pari que cette disparition est même déjà à l'œuvre et que les pressions des États et des entreprises va créer une véritable partition d'Internet en différents réseaux privés indépendants des uns des autres. Et si cela se produit, c'est effectivement la mort du projet initial d'Internet, permettant la libre interconnexion entre les milliers de réseaux sous des règles et des protocoles communs gérés ensemble. En bref, la mort du projet utopiste et libertaire d'Internet. Les conséquences de cette disparition mèneraient probablement à la création de réseaux à plusieurs vitesses, de différentes qualités, à des réseaux beaucoup plus contrôlés, et ce, au détriment des libertés des utilisateurs, et donc au dynamisme et de l'innovation que produit Internet dans de nombreux domaines. Alors il est également probable que des réseaux parallèles, déjà existants, comme ce qu'on appelle le Darknet, qui regroupe une multitude de réseaux occultes, accueilleront les pionniers, les résistants, les défenseurs du projet initial d'Internet. Une sorte de guerre des réseaux se mettrait sans doute en place, car si le projet initial d'Internet peut mourir, il est selon moi difficile, voire impossible, qu'il ne renaisse pas sous d'autres formes. Merci Jean Pouly, des souris et des hommes. C'est aussi sur internet rcf.fr.